Alors, pour la partie newsletter, donc nous, CRGE, en fait, on utilise Mailchimp. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît. Mailchimp, déjà, c'est un des leaders mondiaux donc de l'email marketing. Donc, ce n'est pas le leader, mais ça fait partie d'un des leaders quand même. Il est simple d'utilisation, même s'il est quand même en anglais. Ça, c'est par contre l'inconvénient majeur de Mailchimp, c'est qu'il est en anglais. Donc voilà, ça ne nécessite aucune connaissance en codage, même si je pense qu'on peut y intégrer un peu de codage. Mais normalement, il n'y a vraiment pas besoin de savoir coder, hein. Il a une version gratuite, du coup, jusqu'à 2000 abonnés. Donc, les abonnés sont des contacts, donc, à qui on diffuse, du coup, les newsletters. Comment créer une newsletter? Là, je vous ai fait une petite timeline, en fait, avec aussi, vous le verrez, hein, quand je vous enverrai le diapo, toute l'espèce de démarche, en fait, pour créer une liste de contacts, créer un formulaire d'inscription, ensuite pour choisir le bon design, et ensuite pour mesurer les résultats. Déjà, c'est important donc, de créer une liste d'abonnés, donc de contacts, c'est par laquelle en fait vous allez du coup diffuser votre newsletter. Donc, je ne vais pas vous expliquer à chaque fois toute la démarche. Bon là, il faut aller dans audience, dans tous les contacts, gérer les contacts, etc. Ensuite, en deuxième étape, ce serait de créer un formulaire d'inscription. Beaucoup plus simple du coup pour avoir vos abonnés. Donc voilà, beaucoup plus simple. C'est primordial et effectivement, ça permet du coup aux visiteurs sur votre site web ou autre de s'abonner. Ensuite, il faut intégrer du coup le formulaire au site. Donc là, pareil, je vous ai mis la démarche vraiment via Mailchimp. Donc voilà. Ensuite, troisième étape, il faut choisir le design. Soit vous pouvez le créer vous-même, soit il y a des templates, donc des modèles. Comme Subatron a pu vous le dire pour la partie site web, ça fonctionne de la même manière. Il y a un modèle type, donc plusieurs, hein, il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez cliquer dessus et travailler directement dessus. Ça fonctionne aussi en bloc, en fait. Ou alors, vous pouvez créer vous-même un template, un modèle. Et là, vous pouvez créer ce que vous voulez, mais ça a quand même des limites aussi. Car évidemment, si on veut le personnaliser à l'infini, entre guillemets, il faut avoir un minimum de compétences en codage. Donc oui, voilà, c'est bon. J'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette petite troisième étape. À savoir aussi, oui, effectivement, qu'il faut prendre en compte les caractéristiques graphiques et techniques, comme la dimension du newsletter. On est sur du 600 pixels en largeur. 600 pixels, ça correspond, ou 700, ça dépend, ça correspond à votre largeur d'email, en fait, donc à Outlook ou Gmail ou autre. Donc voilà. Vous pouvez aussi voir sur Mailchimp 1, 2, 3, 4, quand c'est responsive, donc quand c'est visible sur une tablette ou un mobile. Donc voilà, que ça prenne bien en forme en fait votre newsletter ou votre site web, c'est la même chose du coup. Et ensuite, en dernière étape, vous pouvez mesurer vos résultats d'envoi. Donc vous avez un accès aux statistiques pour analyser toutes vos campagnes. Donc là, après, vous avez effectivement accès au taux d'ouverture et au taux de clic, qui sont donc des indicateurs très importants. Ça indique à la fois la réussite de votre campagne, mais aussi sa performance, qui est très important du coup pour après faire évoluer du coup vos newsletters, mais dans le bon sens pour toucher en fait vos contacts, mais au mieux pour éviter du coup le taux de désabonnement. Un taux d'ouverture élevé, ça signifie en fait que l'objet du mail est pertinent et que la liste de contacts est intéressée. Voilà. Le taux de clic, quant à lui, c'est le contenu du message qui est adapté à la cible. Donc, si vous avez un fort taux de clic et un fort taux d'ouverture élevé, vous aurez du coup gagné en fait sur votre newsletter envoyée. Vous avez concrètement réussi. Bon, après, il y a toujours des petites choses à modifier, à évaluer en fonction de vos stats. Mais déjà, si vous avez
un bon taux d'ouverture élevé, un bon taux de clic, vous avez quand même bien réussi votre campagne. Est-ce que vous avez des questions sur la partie newsletter? Est-ce que vous avez, vous, créé déjà une newsletter dans vos GE? Je vois Olivier qui dit non de la tête. Quelques tentatives, mais pas d'outils bien du coup. Mailchimp, c'est ce qu'on va mettre en place là dans les mois à venir, on va dire, après la saison. D'accord. Vous n'aviez pas vu d'autres outils comme Sendinblue par exemple ou Alors, moi j'ai un peu regardé par rapport à ce qu'il y avait avec le CRGE et puis aussi par le biais de Solidatech où oui. c'est intéressant de passer par Mailchimp. Ok, d'accord. Bon, ben, moi, vous aurez quelques petites notions en termes de création de newsletters. Si besoin, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un mail, il n'y a aucun souci. D'accord, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie newsletter? Moi, j'ai un retour aussi d'expérience. J'ai déjà eu l'occasion. Je déteste l'ordinateur et je suis très nulle en ordinateur. Et dans mon précédent emploi, je m'étais lancée dans une newsletter et en fait, je trouvais Mailchimp quand même assez simple et assez accessible pour les nuls comme moi, les nuls en numérique. C'est vrai que c'est en anglais, mais c'est assez intuitif quand même. Il faut vraiment se plonger un peu dedans au début. Et puis après, les habitudes viennent. Quoi. Et puis, on peut reprendre, je crois, des modèles, enfin, je ne sais plus trop, mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est quand même plus simple de reprendre une fois qu'on a fait une bonne base et qu'on a pris un petit peu de temps pour tester des choses. Ouais, c'est ça. Il faut juste dupliquer en fait le modèle que vous-même vous allez créer. Et puis après, vous pouvez décliner à chaque fois sur le même modèle toutes vos newsletters. Mais il faut bien dupliquer et non retravailler dessus. Après, c'est une manière de fonctionner, mais bon, moi j'avoue, je préfère toujours dupliquer pour éviter de perdre ce que j'ai déjà fait. Donc voilà. Une question. Alors, il y a une question de Pauline du jeu Forval. Je reviens sur LinkedIn. Pour quel type de poste il est pertinent d'utiliser l'outil recrutement de LinkedIn? Pour moi, tout type de poste. Après, vous êtes un GE, donc pour moi, il faut se faire connaître. Et LinkedIn, c'est le meilleur moyen, en fait, pour se faire connaître professionnellement. Même pour les GE, parce que moi, je peux le rencontrer là sur le CRGE. On est sur Facebook, Twitter, LinkedIn. J'ai plus de mal à capter les auditeurs sur Facebook et Twitter que sur LinkedIn, où là, on a vraiment énormément de vues. Ça marche en réseau, donc si vous postez vos posts pour le recrutement, honnêtement, vous allez avoir pas mal de vues. Il suffit de partager, il suffit de liker, il suffit de commenter, et là, après, tout votre réseau va le voir, et ainsi de suite. Donc après, pour moi, le type de post, ça n'a pas trop d'influence en fait. Vous pouvez poster sur n'importe quel type de poste. Vous êtes un GE, donc vous avez votre activité dessus et voilà. Est-ce que j'ai pu répondre à votre question? Alors du coup, il y a le fait de la... Pardon. Non, j'allais dire aussi que peut-être Clémence pouvait compléter cette réponse de Manon, parce que ça lui arrive de... il me semble, Clémence, que tu fais du recrutement via LinkedIn pour ton GE, donc peut-être que tu peux aussi faire un partage. Tout à fait. Donc, effectivement, pour Horizon Métier, nous, on a un compte LinkedIn. Du coup, ça avance un petit peu mon petit témoignage de tout à l'heure, mais du coup, sur LinkedIn. Effectivement, donc nous, on a un compte gratuit, déjà, de base, parce qu'on trouvait que ce n'était pas forcément pertinent de passer à des comptes. Vous avez des comptes premium sur LinkedIn qui vous permettent après, selon vos objectifs, d'avoir des paramétrages un peu différents. Vous avez, alors de mémoire, parce que je ne les connais pas tous, mais vous avez des comptes LinkedIn Premium, Business, Recruteurs, qui sont assez différents les uns des autres, mais qui sont tous payants et qui sont pour notre part, à notre échelle, beaucoup trop élevés en termes de budget. Donc on s'est dit qu'on allait rester sur un compte gratuit qui nous permettait de communiquer en toute simplicité
Effectivement, nous, quand on recrute, on fait passer systématiquement nos offres d'emploi et sur Facebook, puisqu'on a une page Facebook, et sur LinkedIn. Après, je dirais que ça dépend un peu de. Là, il y a un problème de. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, mais il y a un écho. Oui, j'entends ça, mais je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça va mieux là? Là, c'est bon, oui. Oui, là, c'est bon, parfait. Ok. Donc oui, je disais que quand on publie nos offres sur LinkedIn, tout dépend un peu de la cible du poste visé. Quand on fait des recrutements, par exemple, sur des postes de RH, assistant de gestion, ou des postes un peu plus administratifs, clairement, pour nous, il y a un intérêt à publier sur LinkedIn parce que c'est des cibles qu'on vise dans notre réseau. En fait, on a beaucoup d'abonnés qui sont potentiellement, alors soit des dirigeants d'entreprise, ou soit des salariés d'entreprise, mais sur des postes administratifs. Donc, on sait qu'on va toucher beaucoup plus cette cible-là. Par contre, ça nous arrive aussi de faire des recrutements sur des postes un peu plus productifs. Donc, du style couvreur, agent de maintenance, agent magasinier. Moi, clairement, de mon expérience, ce n'est pas des postes que j'irai forcément mettre en avant sur LinkedIn. Je le fais parce que je l'ai fait en doublon, mais je sais pertinemment que je n'aurai pas forcément de candidature qualifiée sur LinkedIn parce que ma cible pour des agents de production ne sont pas sur LinkedIn, tout simplement, sont plus sur Facebook que sur LinkedIn. LinkedIn, ça va vraiment être pour moi des cibles, on veut dire, plus gérants, chefs d'entreprise et puis personnel administratif. Donc, tout dépend des fiches de poste. Moi, je dirais qu'il faut nuancer un petit peu. Tout n'est pas forcément indiqué sur LinkedIn en termes de poste. Après, c'est mon expérience. Je ne sais pas, vous, de votre côté, sur quel type de poste vous souhaiteriez publier, mais c'est mon petit retour. Merci pour le retour. En fait, ma question, elle est à la fois sur publier un post où on met le lien et à la fois sur publier une offre directement parce que il dit même gratuit, je crois qu'on a une offre par mois et Facebook aussi. Et je ne sais pas si du coup il y a qu'est-ce qui est pertinent et est-ce que vous utilisez aussi les outils de recrutement sur ces réseaux-là? Non, moi je n'utilise pas les outils de recrutement LinkedIn. Simplement parce que j'en publie pas suffisamment pour que ce soit pertinent et j'ai pas, moi sur les posts que je publie sur son administratif, j'ai pas besoin que l'offre soit diffusée à très grande échelle. Moi, ce que je recherche, c'est de publier sur l'échelle locale. On est sur Poitiers, donc sur le département de la Vienne. Autrement, ça va pas forcément m'intéresser. Et donc, l'outil recrutement où on peut avoir effectivement un ou deux postes gratuits par mois, moi, je l'utilise même pas parce que ça ciblerait trop large et pas forcément de manière qualitative pour moi. Donc, voilà. Sur ce point-là, en tout cas, moi, je ne m'embête pas effectivement à aller sur le recrutement. Et rapidement, en plus, on est limité effectivement en termes de volume d'offres à pourvoir. À un moment donné, on va vous demander d'ajouter la carte bancaire si vous voulez passer au niveau suivant. Donc, ce qui pour nous n'est pas du tout envisageable. Et pour autant, voilà, nous, les offres marchent beaucoup mieux. On a beaucoup plus de candidatures sur Facebook que via LinkedIn. LinkedIn, ça va être sur une autre cible. LinkedIn, nous, on s'en sert beaucoup pour faire passer un peu notre actualité horizon métier, savoir si on a des compétences disponibles ou des salariés disponibles. C'est là qu'on va chercher à beaucoup diffuser sur LinkedIn parce qu'on sait que parmi nos abonnés, il y a des chefs d'entreprise, il y a du réseau et c'est comme ça qu'on marche beaucoup pour essayer de se faire connaître et essayer de proposer des compétences de nos salariés. C'est via LinkedIn. Après, on publie aussi des actualités RH, comme avec des articles de blog que vous pouvez trouver sur Hello Work ou Welcome to the Jungle. C'est des blogs d'actualité RH, d'emploi, qui peuvent vous donner matière à fournir des contenus parce que quand on publie sur les réseaux sociaux, ce qui est important, c'est la régularité. J'en parlais sur la dernière réunion thématique, mais je le redis, c'est vraiment important de créer des contenus de qualité et réguliers. Donc, si vous publiez uniquement des offres d'emploi, pourquoi pas? Après, peut-être que vous avez un volume d'offres d'emploi qui est suffisant pour alimenter au moins 2 ou 3 postes par semaine. Si ce n'est pas le cas, ce que je conseille, c'est d'essayer de trouver des sujets qui peuvent aussi intéresser les gens qui vous lisent. Et si dans votre réseau, vous ciblez les chefs d'entreprise, essayez de publier des actualités juridiques
voilà, de management, enfin voilà, des articles qui peuvent capter leur attention et qui vont faire ils vont plus être sensibles à vos posts et vont peut-être s'abonner à votre page et vont pouvoir aussi voilà, découvrir votre activité et donc par la suite peut-être travailler avec vous sur du temps partagé, sur la mise à disposition. Donc, moi, c'est comme ça, la stratégie que je mets en place, c'est plutôt sur LinkedIn, viser les chefs d'entreprise, la partie plutôt commerciale plutôt que la partie candidat et salarié qui pour moi est plus la partie dédiée à Facebook. Donc voilà, pour mon petit retour d'expérience sur ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà. Si, merci. De rien. Bah, du coup, on va passer au partage d'expérience. Mais Clémence, est-ce que tu avais des choses à dire sur une autre partie ou encore sur LinkedIn, peu importe? Sur LinkedIn, non, je pense que j'ai dit, voilà, j'ai dit l'essentiel de nous, l'utilisation qu'on en fait. Ouais. Voilà. Ok. Et sur une autre partie? Oui, alors sur une autre partie, donc, concernant les newsletters, donc, nous, on utilise Sendinblue en interne. Mailchimp, j'ai essayé, effectivement, l'anglais, c'est pas ma tasse de thé, et pour l'avoir pratiqué, comme j'étais, bon, pour la petite histoire, j'étais au CRGE aussi pendant 1 an et demi avec Alexandre, et donc je gérais la partie justement newsletter pour le CRGE, et j'ai jamais vraiment pu me faire à l'outil, c'est-à-dire que c'est pas en termes de complexité, hein, pas du tout, c'est juste en termes de, voilà, d'appétence pour le format et voilà, l'anglais me complique un petit peu les choses. Donc moi, pour Horizon Métier, on a décidé de mettre en place une newsletter en début d'année, une newsletter trimestrielle, donc c'est tout récent. Et donc voilà, je me suis replongée un peu dans différents formats et je trouvais que le Sendinblue pour moi me correspondait plus parce que tout est en français. Donc ça me paraissait plus simple. Il y a également une offre gratuite, Sendinblue, qui vous permet d'envoyer jusqu'à 300 emails par jour. Donc ce qui est pour nous largement suffisant. Comme je vous disais, nous, c'est une newsletter trimestrielle et que concrètement, notre base de données, on l'a construite parce que c'est une neuve, mais elle doit comprendre 100, 150 personnes. Donc c'est très, voilà, c'est une communauté très faible encore. Donc on s'en sert pour ça. Et puis voilà, au niveau des statistiques, effectivement, Sendinblue, c'est les mêmes fonctionnalités après que sur Mailchimp. Ça vous permet de suivre vos statistiques. Pour l'exemple, nous, là, sur les 2 dernières newsletters qu'on a envoyées, sur donc une centaine, 150 personnes à qui elle est envoyée, on a 50% de taux d'ouverture. C'est-à-dire que voilà, une personne sur 2 a ouvert le mail. Et sur ces 50%, il y en a 15% qui ont cliqué après sur les liens que j'ai mis dans la newsletter. Parce qu'en fait, dans ma newsletter, j'ai mis des liens qui ramènent à notre site internet, qui permettent ensuite aux gens de lire la newsletter dans son entièreté. L'idée, c'est non pas de mettre la newsletter dans le corps du mail, parce que sinon, ça me fait une newsletter de 4 pages. L'idée, c'est de voilà, le sommaire de la newsletter et pour ensuite dire aux gens, si vous voulez en savoir plus, vous avez juste à cliquer sur ce lien et ce lien, ça les ramène sur notre site internet. Donc, c'est d'une pierre deux coups, ça permet aussi de créer du trafic sur notre site web. Donc, voilà, c'est pas innocent non plus, c'est aussi pour nous aider à faire connaître notre site internet, mais voilà comment on fonctionne. Donc, sachant que 50% sur du taux d'ouverture, c'est une moyenne qui est plutôt bonne. Il faut savoir que voilà, il y en a beaucoup qui finissent directement dans les spams, déjà de base. Et donc, si par chance, déjà, le mail n'arrive pas dans les spams, il y a assez peu de chances pour que les gens aillent beaucoup plus loin. 15%, c'est quand même pas mal pour commencer. Après, ça se travaille. Donc, après, c'est à moi de voir comment améliorer peut-être l'intitulé de la newsletter, le contenu pour que ce soit plus attractif. Donc, après, voilà, ça se travaille. Donc voilà pour la partie Sendinblue. Et pour finir, juste sur la partie web, nous, on a un site internet que j'ai construit sur Jindo, qui est très semblable à Wix dans les fonctionnalités. Voilà, j'avais fait une étude aussi comparée à Wix et je vous avoue que je ne sais même plus exactement pourquoi j'avais choisi Jindo, peut-être par rapport au prix ou par rapport à certaines fonctionnalités, mais ça joue à pas grand-chose puisque nous, aujourd'hui, on paye 90 € hors taxe par an pour utiliser la formule Jindo Pro. Donc, Jindo Pro, c'est le premier niveau professionnel du site, puisque vous avez une version gratuite. Mais sur la version gratuite, vous êtes vraiment très limité. Vous n'avez pas de nom de domaine. Enfin, peut-être dans un premier temps, mais je vous conseille quand même, pour un usage professionnel, d'investir un minimum pour avoir des résultats derrière quand même
qui soit correct. Donc, nous, on avait un nom de domaine. Donc, on n'a pas eu besoin d'acheter, de louer les services de nom de domaine de Gitdo. Cette formule-là, ça permet d'avoir ce qu'on appelle le HTTPS sécurisé. Ça veut dire que votre site internet est sécurisé et qu'on ne peut pas le hacker. Enfin, difficilement, on va dire que l'accès est sécurisé. Donc, c'est pour ça que je voulais absolument aussi une formule professionnelle, une formule gratuite. Vous n'avez pas cette formule-là. Et ça peut être très embêtant, surtout si vous collectez des données sensibles, type des CV de candidats, des numéros de téléphone, de prospects. Donc voilà, ça peut être très embêtant si jamais il y a un virus ou quelque chose qui vient se mettre dessus. Le HTTPS, ça permet de limiter ce risque-là. Et voilà, notre formule, ça nous permet de ne pas avoir de publicité aussi qui viennent se mettre sur le site internet, qui n'est rien de pire en expérience navigateur que de se retrouver avec des pop-up et des publicités, on ne voit même plus le contenu. Donc ça fait partie des options Jimdo. Et ça vous permet aussi d'accéder aux statistiques. Et puis également, cette formule-là vous permet que ce soit optimisé directement pour le format mobile, puisque de plus en plus, on sait que les navigateurs utilisent le portable directement. Et c'est pareil, il n'y a rien de pire que d'avoir un portable et avoir un site internet qui s'affiche, qui n'est pas optimisé. Ouais. Et vous quittez le site internet parce que c'est pas du tout pratique. Donc la formule de Jimdo, mais tout comme Wix, je pense, sur les premiers niveaux d'accès, vous permettent d'avoir une optimisation pour les téléphones portables. Donc voilà pour le site internet qui existe depuis maintenant 4 ans et qui vit avec des petites actualités, des offres d'emploi. Bon, après, c'est un site vitrine, c'est un site vitrine, et puis on met aussi toutes nos offres d'emploi. Et puis voilà, il a pour principal but de nous faire connaître, et puis voilà. Donc voilà en ce qui concerne mes différentes expériences sur les trois modules qu'on voit aujourd'hui. Du coup, je vais te laisser la parole, Claire, si tu veux ajouter ton expérience. Oui, merci. Alors nous, on a également mis en place une newsletter en début d'année. Alors moi, je précise que je ne suis pas du tout dans le domaine de la communication. Donc l'idée, c'est de vous montrer qu'on peut faire des choses en n'étant pas diplômé dans le secteur de la communication. Donc du coup, la newsletter, on passe également par Sendinblue. Je pense que c'était pour les mêmes raisons que toi, Clémence, la barrière de la langue. Et donc on a fait vraiment les étapes que Manon a présentées tout à l'heure, sachant que pour l'inscription, c'est vrai qu'il est recommandé de bien envoyer une campagne pour que chaque personne intéressée puisse s'inscrire d'elle-même et que ce soit bien une démarche active de sa part. Je crois que ça, c'est du fait du RGPD. Et également, il y a des mentions à prévoir de désinscription, etc. pour bien respecter ça. Donc ça, c'était un petit peu lourd au niveau de la mise en œuvre. Et surtout, ça implique que les personnes qui ne prennent pas le temps de remplir, de cocher cette petite case, on ne les a pas forcément dans la liste de diffusion. Donc nous, ça a réduit un petit peu potentiellement le nombre de contacts. Sur la fréquence, on est sur une lettre d'info tous les 2 mois et qui est vraiment destinée aux adhérents principalement et aux partenaires avec lesquels on travaille régulièrement. Donc, on a à peu près les mêmes taux d'ouverture, donc 50%, mais sur une base beaucoup plus réduite parce qu'on est sur une quarantaine de contacts pour l'instant. Donc, voilà. Est-ce que vous voulez que Manon, est-ce que ça vaut le coup qu'on partage très rapidement le format, ce que ça donne du coup sur Sendinblue? Il n'y a pas de souci si tu veux. Je te laisse prendre la main. Ok. Alors, attends. Ah, c'est toi pour que ça le partage. Arrêtez le partage, ça doit être ça. Voilà. Vas-y. Hop. Du coup... Ah mince, je l'ai perdu. T'as ton micro de coupé, Claire. C'est trop de choses à la fois.
Donc voilà, ça c'est la newsletter en version page web. Donc ça c'est vraiment le template enfin c'est un des formats qui est proposé. Donc avec la petite introduction et puis effectivement des rubriques qui sont les mêmes à chaque lettre d'info. Donc c'est facile, une fois que c'est créé, on reprend le même modèle. Et effectivement avec des liens cliquables qui emmènent vers plus d'informations, donc soit sur les sites internet, soit sur des documents complémentaires. Donc voilà, sachant que toutes les petites images, par exemple ça, c'est pas du tout prévu par Sendinblue. Donc c'est là que l'outil qu'on a présenté la dernière fois, Canva, il est vraiment intéressant et c'est très complémentaire parce qu'il faudra créer, si vous voulez un petit peu d'image, il faudra créer des choses à part. Voilà. Donc ça, je coupe du coup. Est-ce que ça a enlevé le partage ou pas? Non, il faut que tu... non, j'ai besoin d'aide parce que ça m'a mis tout... faut que tu cliques sur arrêter en rouge. Ah, d'accord. Ah, ça allait me sortir de la visio. Donc voilà, sur la lettre d'info, donc je pense que c'est vraiment un bon outil, surtout quand le groupement d'employeurs pour communiquer auprès de ses adhérents, c'est vraiment un très bon outil. Et puis après, on a effectivement aussi créé un site internet en fin d'année dernière. Donc là, moi, c'est vraiment un stagiaire qui était en DUST, donc en Bac+2. Donc c'était un stage non rémunéré. Et du coup, il a mis en place tout le site sur WordPress. Donc la création du nom de domaine, etc. Un petit peu le référencement, mais enfin pas beaucoup. Ça, c'est les limites, donc ce sera à reprendre. Mais c'est un site qui permet effectivement aux personnes intéressées d'avoir un premier niveau d'information et qu'il faudrait alimenter au quotidien, mais je le fais pas, enfin au quotidien non. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'y touche pas beaucoup parce qu'effectivement, c'est assez simple, mais ça prend du temps. En fait, c'est surtout la question du temps. Et sur WordPress, effectivement, du coup, c'est les coûts que vous avez indiqués, donc c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est vrai que mobiliser un stagiaire là-dessus, vraiment pour la mise en place, c'est quand même une ressource, c'est une bonne ressource. Voilà ce que je peux dire. Après, sur le site, on a essayé du coup, WordPress, ça prévoit des différents, je sais pas comment ça s'appelle, des extensions pour notamment suivre le nombre de vues, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il faut regarder un petit peu. Donc j'essaie de suivre un petit peu ça. De même que pour la newsletter, c'est vrai que c'est intéressant de voir, par exemple, selon le taux d'ouverture, est-ce que l'horaire était bien pertinent? Là, je sais que j'ai changé d'horaire et j'ai quand même eu des ouvertures un petit peu moindres. Donc ça permet d'ajuster. C'est des choses qui sont intéressantes. Voilà. Pardon, hein, c'était un petit peu décousu. Non, du tout. C'était très bien, Claire. Merci beaucoup. Merci aussi, Clémence. Est-ce que vous avez des questions pour Claire? Quand est-ce que tu vas proposer un emploi partagé sur cette thématique-là à tes adhérents? Eh bien, très bonne question, puisque effectivement, on espère créer un poste de chargé de communication en temps partagé. Et il est prévu, à la rentrée de septembre, il est prévu qu'on le mobilise un petit peu sur du temps pour nos propres outils. Ce ne sera pas un luxe, du coup. Ce sera bien. Voilà. Bah oui, je pense que c'est une vraie demande, c'est une super bonne idée. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions sur tout ce qu'on a pu voir, que ce soit pour Subatran, moi-même, Clémence ou Claire? Pas de questions. Eh bien, nous allons du coup terminer cette réunion thématique, donc la dernière du coup de ce cycle de 3. Et puis, je ne sais pas quand est-ce qu'il y en aura d'autres. À mon avis, ce sera sûrement à la rentrée, je pense.
On ne sait pas encore, mais il y en aura d'autres quand même. Donc voilà, je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée, une bonne fin de semaine, et puis à bientôt.